Bonsoir à tous et à toutes, et merci à la Crème d'avoir sollicité mon intervention. En effet, donc là, je crois que je vais aller un petit peu plus vite. Nous n'avons que 20 minutes, donc il faut que je débite vite tout ce que je veux vous raconter, parce que en fait, à chaque fois que l'on regarde les choses, il y a des fils qui détricotent la situation, et on a tout le temps envie de s'emballer. Donc je vais essayer d'être réglo. Je ne vais pas reprendre tout ce que vient de vous dire Martine, mais en effet, deux moments, deux temps de la présentation. Un premier en lisant des chiffres, et puis le second en faisant une analyse genre de la situation. Et puis ensuite, peut-être des pistes si l'on a le temps. Quelques statistiques représentatives. Les chiffres sont tirés de la DEP, de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, et sont donc issus et édités par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc je me suis servi des derniers chiffres qui sont édités, retrouvables sur le net. Ça s'appelle « Les filles et garçons sur le chemin de l'égalité », et j'ai donc récupéré les chiffres du livret de 2016 qui correspondent aux données de 2013 et 2014. Il faut savoir que, comme tu le disais, les filles réussissent bien mieux que les garçons à l'école, 3 à 4 points d'écart. Elles redoublent moins déjà. Les taux de réussite en pourcentage montrent une nette supériorité des filles, puisque pour le brevet, le taux de réussite au brevet, les filles sont à 88% et les garçons à 83%. Pour le taux de réussite au baccalauréat en série générale, les filles sont à 92%, alors que les garçons ne sont qu'à 89%. Et pour le total des bacs techniques, technologiques et professionnels et généraux, les filles réussissent à 90% et les garçons à 86%. Donc des écarts qui montrent la réussite des filles. Elles sont plus nombreuses à avoir des bonnes mentions. En 2014, sur l'ensemble des bacs, 23% des filles contre 19% pour les garçons ont obtenu la mention bien ou très bien. C'est aussi la sortie du système scolaire. Les femmes sont plus diplômées. Elles n'ont pas les mêmes diplômes, mais elles sont plus diplômées en temps d'études. Donc on peut dire que les filles, elles sont gagnantes sur le plan scolaire. En revanche, elles sont perdantes dans l'orientation. Regardons un petit peu les chiffres en repérant les différenciations. Je commence par l'enseignement professionnel, c'est intéressant parce que ça nous montre bien les stéréotypes. Les enseignements sont classés en deux secteurs. Il y a le secteur de la production et le secteur des services. En production, la part moyenne des filles dans les spécialités de production n'est que de 14%. Vous le repérez ici. Avec des choix très stéréotypés, parce que si l'on regarde, en fait là, c'est les chiffres bas, c'est parce qu'il y a des garçons et qu'il y a peu de filles. Donc finalement, qu'est-ce que font les garçons en lisant les nomenclatures? Eh bien, ils manipulent, ils fabriquent, ils se déplacent, ils utilisent de la matière, du bois, du métal, des moteurs. Et 1% des filles, pour 99% des garçons, sont dans l'énergie et le bâtiment. C'est 23% de filles pour 77% de garçons qui sont dans les spécialités pluritechnologiques. Donc pour les filles, ce sont les activités plus minutieuses, si vous remarquez, qui sont liées aux activités traditionnellement pratiquées par les femmes, comme l'habillement ou le textile. C'est lié à l'utilisation du tissu, de la couture. Elles font des moules, des récipients quand elles sont dans la métallurgie, ou c'est autour de la nourriture, elles sont nourricières, les filles. Options les plus choisies, en tout cas dans le domaine de la production. Si je regarde, et si nous regardons le domaine des services, eh bien, les choix sont bien stéréotypés aussi. Qu'est-ce qu'elles font les filles? D'abord, elles sont très majoritaires dans ce secteur, 70%. Elles soignent, et oui, elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont maternelles, elles accueillent, elles communiquent, parce qu'elles sont aimables, parce qu'elles sont souriantes, elles arrangent ou elles nettoient, elles font de la coiffure, de l'esthétique,
Elles sont assises à un bureau, elles tapent sur un clavier, parce qu'elles sont sages, elles sont ordonnées. Et pour la gestion de l'administration, on retrouve finalement de plus en plus de filles et de femmes. Rappelons-nous que les minces manches lustrées là, de l'administration au début du 19e siècle, c'était que des hommes qui étaient des secrétaires, des clercs de notaire, etc. Mais dès qu'il est question de déplacements, de manipulations qui sont imaginées comme lourdes, ou encore parce qu'il y a des moteurs, malgré les robots et les chariots élévateurs, eh bien, elles deviennent minoritaires. Et ce sont donc les garçons qui sont dans ces secteurs de service. Les choix d'orientation différenciés, on les retrouve aussi dans le secondaire et au début du supérieur. Donc là, je vous ai pris le graphique qui montre les proportions dans les classes préparatoires, mais ça révèle en fait ce qui se passe dans les classes du secondaire, seconde et surtout première terminale. Quand est-ce que l'on choisit? Qui choisit L, qui choisit ES et qui choisit S? Et bien là, c'est très intéressant. Alors, je fais une analyse que vous ne voyez pas ici. Ce que vous repérez, c'est qu'il y a beaucoup de filles en section littéraire, une majorité, 74%, mais en fait, en quantité d'étudiants et d'étudiantes, ils sont peu nombreux, et elles sont peu nombreuses. Ça représente 12 700 étudiantes et étudiants. Par contre, sur les 51 800 étudiants et étudiantes en classe prépa scientifique, eh bien, elles ne sont que 29%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes, en première et terminale? En effet, il y a une majorité de filles en classe de L. Mais en fait, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont que 14% de l'ensemble des filles à choisir L. Mais ce sont elles qui vont en L, et les garçons qui n'y vont pas, ils ne sont que 4%. Et on retrouve donc la faiblesse du nombre. Il y a très peu de classes de L dans chaque lycée, il y en a une et demie, à tout casser. Eh bien parce que la littérature, c'est féminisé, est vue comme féminine, c'est dévalorisant, parce que dès qu'il y a du féminin, le système se dévalorise de lui-même, et les garçons n'y vont pas parce que ça dévalorise leur statut de garçon. Donc on a pas la même, en ES, on a la section la plus équilibrée, et en section S, ce que l'on ne voit pas ici, et c'est là où la bascule se fait, elles sont 46% de filles à aller en S. Donc les classes sont mixtes, avec un mixage équilibré, presque autant de filles que de garçons. Et c'est au moment de choisir sa préparation qu'elles n'osent pas aller en S, parce qu'elles ne sont pas capables, parce que ça ne les projette pas non plus dans des métiers qu'elles vont penser comme leur convenir quand elles seront femmes, quand elles seront mères, et puis les métiers scientifiques ne sont pas forcément non plus très facile dans l'image que l'on se fait des métiers liés aux sciences dures, ou aux sciences formelles ou informelles. Donc cette analyse est intéressante parce qu'on se rend compte que c'est au moment du passage bac classe secondaire supérieure que la bascule et les changements se font. Et on va le retrouver dans la part des femmes parmi les diplômées en 2014. Elles sont plus diplômées. Par exemple, si on regarde les camemberts, pour les diplômes les plus élevés, c'est-à-dire bac plus 3 licences jusqu'à doctorat, c'est-à-dire bac plus 8, 10, il y a 33% de femmes pour 25 hommes. Donc si je regarde simplement, c'est par là. Et dans les formations de l'enseignement supérieur, j'ai associé deux graphiques. La part des femmes dans le secteur des services, tels que santé, sciences juridiques, culture, est majoritairement féminin, bien plus importante que dans toutes les formations liées à la production, telles que les formations d'ingénieurs, 27%, c'est un chiffre qui stagne. Depuis plusieurs années, on était à 24, aujourd'hui on est passé à 27, mais ce chiffre est un peu trafiqué d'ailleurs. Les filles ingénieurs sont 27% aujourd'hui, mais en 1968 elles n'étaient que 4%. Donc il y a des changements, il y a une progression. Elles étaient 11% en 1978. Et elles étaient 22% en 1995. Et en fait, là, depuis les années 90-2015, on n'arrive plus vraiment à faire venir des filles, même dans les écoles d'ingénieurs informatiques.
Pourtant, elles sont assises et elles sont à un clavier. Mais là, il y a d'autres ressorts comme l'image du hacker, l'image du geek, qui ne donnent pas envie aux filles de devenir informaticiennes. En plus, quand elles ont le diplôme, quand elles sont employées, on va les mettre non pas à la création, mais plutôt à faire le boulot administratif, parce que ce sont des filles. Donc ça les tente plus d'aller dans ce genre d'école. C'est des images qu'elles se font aussi, hein, des métiers qui leur seraient proposés à l'issue de la sortie de leurs études. Donc, stéréotype des orientations avec résistance des préjugés. Les orientations répondent à un regard social, au regard que la société porte sur les métiers que les filles peuvent ou devraient faire. Et même s'il y a des progrès, les avancées sont très lentes. Les inégalités, ça se reporte sur les inégalités de carrière. Et c'est là où il y a de l'injustice. Hein, l'injustice qui se répète tout au long de la vie. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous le savez, les salaires des femmes sont, de manière très générale, environ inférieurs à 25% à ceux des hommes. C'est quand même énorme. Sur une vie entière, ça se répercute aussi sur la retraite. Donc c'est tout un système qui est en œuvre dans cette question-là. Et bon, l'orientation, comme le dit Marie Durubella, hein, ce sont ces inégalités d'orientation qui, bien plus que les inégalités de réussite, modèlent les inégalités de carrière entre les sexes comme entre les groupes sociaux. Alors c'est les inégalités entre sexes qui nous intéressent ici, et c'est ce que je vous propose de démonter, de montrer à partir des travaux de Sandrine Marot et, tiens j'ai oublié un E à Françoise, c'est Françoise Gouillot, c'est malvenu. Donc en fait moi j'ai jamais travaillé vraiment sur l'orientation, mais en tant que formatrice je me suis intéressée à ces questions-là, et en plus ce sont mes amis, surtout Sandrine Marot. Alors nous allons voir chaque étape du processus, les volontés politiques, les procédures d'orientation, les pratiques pour aider à l'orientation et les conduites individuelles. Alors pour commencer, les visions et les volontés politiques, tu l'as dit Martine tout à l'heure, hein, mais cette prise de conscience elle a été assez tardive, elle date des années 80 surtout, même si en 1967 on ouvre les sections industrielles dans les établissements scolaires aux filles. En 75-76, c'est la mixité généralisée et dite obligatoire dans tout l'enseignement secondaire. Et c'est dans les années 80 que le ministère se réalise qu'il y en a une mixité et pourtant il n'y a pas égalité dans les choix d'orientation. Et on a cru en fait que la mixité allait rendre l'égalité. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Alors on s'est mis au travail, on a commencé à faire des conventions interministérielles et puis de tenter de résoudre la question, mais c'est long et lent. Alors je vais... oui. Donc des procédures d'orientation, on prend en compte deux éléments. D'abord le cadre législatif, et puis ensuite de répondre aux vœux des familles et aux vœux des conseils de classe. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais la loi de l'éducation de 1989, la loi, c'était dirigé par Jospin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est mettre l'enfant au centre et l'élève au centre du système de l'éducation, et dans lequel l'élève fait des choix d'orientation éclairés et autonomes. Ça nous intéresse, et où les jeunes doivent être responsables. Donc l'objectif, c'est de promouvoir l'autonomie, en espérant que ces choix individuels sont dégagés de toutes les représentations et de tous les déterminismes sociaux et sexuels. Et donc on met en œuvre des pratiques pour aider à l'orientation de l'individu. On lui donne des soutiens, plus ou moins individualisés, des rendez-vous avec la COP, la conseillère d'orientation et psychologue, avec les parents, le professeur principal, les conseils d'orientation, du conseil des professeurs, etc. On va lui apporter un maximum d'informations, ça commence dès la 4e ou la 3e, ils font des stages aussi en 3e, on cherche à tenir compte de leurs capacités, de leurs aptitudes, de leur goût, et tout cela en croyant qu'il ou elle a toute la liberté de ses choix. Mais en fait, à trop centrer le système autour de l'élève, l'élève c'est un terme neutre,
C'est un mot épicène d'ailleurs, en tout cas qui est imaginé comme neutre, on ne voit pas ou on ne voit plus les discriminations et les inégalités qui sont liées au sexe, et c'est-à-dire ces inégalités qui sont produites par le genre. Ou pour faire plus simple, par le déterminisme social et surtout sexuel. Et finalement, nous représentons les formations, les professions à travers des personnes types, des prototypes. On voit le conducteur d'engin, on ne dit jamais conductrice d'engin. Infirmier, on dira infirmière. Ingénieur sans E, vous l'avez rarement vu écrit. Avec E plutôt, vous l'avez rarement vu écrit. Pilote d'avion, vous voyez une femme, ça m'étonnerait. On dira plus hôtesse de l'air que steward et assistante maternelle et pas assistant maternel. Enfin, on peut refaire à la peine. Et en fait, nous attribuons des traits de caractère, des compétences, des valeurs, ça va, des styles de vie et même des caractéristiques physiques à chacun des métiers. Et on se fabrique une pensée commune. Une pensée commune de professions qui sont dites féminines ou de professions dites masculines. Ça t'ira bien, t'es une fille, et puis t'auras du temps aussi pour t'occuper de tes enfants et de ton mari. Et finalement, il y a des déterminismes sexuels, on peut dire aussi des prototypes sexuels. On va dire, oui, ce métier, il convient mieux à... dans cette profession, il y a plus de... Et d'ailleurs, c'est très difficile de se projeter dans une profession atypique. Atypique, parce qu'elle est peut-être originale, mais en plus parce qu'elle ne correspond pas à l'image commune, à l'image collectivement partagée d'ailleurs, du métier qu'il représente. Alors, pour terminer, sur le plan des conduites individuelles, si l'orientation et le projet de soi dans sa vie d'adulte, et c'est avant tout un énorme enjeu personnel. L'orientation de soi est bien sûr un projet personnel. Françoise Vouillot écrit « Le projet professionnel scolaire implique à la fois un enjeu et une mise en jeu, JEU, de l'identité et des rapports aux autres. » Et moi, j'ai rajouté une mise en jeu JE. L'enjeu, c'est l'image de soi-même. Et il est donc, identitaire, cet enjeu. On se fabrique son identité. Et les questions qui se posent sont, est-ce que ce que je désire faire est acceptable pour ceux qui comptent pour moi, ce que j'aime? Est-ce que cela va m'assurer une forme de reconnaissance, comme la nécessité de prouver à soi, mais aussi aux autres, qu'on est bien une fille ou un garçon? Est-ce que ça va m'assurer l'estime des autres et de moi-même? Et c'est l'estime de soi qui est en jeu dans cette question d'orientation. Et donc on voit que l'orientation scolaire et professionnelle, qu'elle soit d'ailleurs subie ou choisie, est un enjeu identitaire. On fabrique son identité dans son orientation. Et bon, c'est Honnête qui écrit pour une relation harmonieuse à soi-même et aux autres. La conduite individuelle dans un projet d'orientation, c'est aussi choisir des contextes de socialisation ou d'intégration à un groupe, que ce soit l'école, le lieu de travail ou l'entreprise. Un projet d'orientation nous construit, mais il nous oblige aussi à nous conformer à des codes de socialisation du groupe. On retrouve alors les critères sexués et les normes pour une bonne reconnaissance. Et c'est ce qui va expliquer ce phénomène d'autosélection. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de. Et ça, c'est la dévalorisation de soi. Et qui est-ce qui a une grande tendance à se dévaloriser? Ce sont les femmes. Pourquoi elles se dévalorisent? Ça, c'est qu'une question d'éducation depuis le départ. Et éducation générationnelle. L'auto-censure, ben ça, c'est même pas conscient, puisque c'est de la censure, bien souvent inconsciente, mais elle est imaginée par les individus. Or, finalement, à quel moment on s'oriente? À l'âge de l'adolescence.
à l'âge où l'on est en train de passer de son statut d'enfant à son statut d'adulte, où l'on devient un homme, où l'on devient une femme, avec ces moments où on doit se prouver qui l'on est par rapport aux autres. Le regard de l'autre est extrêmement important. Et tout à la fois, ce regard s'accompagne aussi d'une recherche d'autonomie, d'une recherche d'intégration sociale. C'est pour ça que je parlais de contexte de socialisation. On s'approprie son corps, et en plus on doit se prouver mutuellement aussi elle est une fille, qu'il est un garçon. Enfin, elle est une fille, elle est un garçon. Et donc, tout se joue à ce moment-là, au moment où on doit faire ces choix qui nous projettent dans notre vie, qui est finalement la partie la plus longue de notre vie, c'est celle d'être adulte. Alors, pour terminer, d'ailleurs j'en finis là, mais il y a un autre élément à prendre en compte dans l'orientation, c'est le rôle des pairs, P-A-I-R-S, parce qu'on s'est rendu compte, des études sociologiques ont bien montré que les gens qui nous ressemblent en sexe, mais aussi en âge, ont finalement presque la voix prépondérante au moment du choix, des choix cruciaux. Ne va pas dans ce lycée, il est nul. Ça, si c'est quelqu'un qui est de son âge qui le dit, ça marchera très très fort. Va dans cette université, ma cousine est allée, c'est très bien. Ça va avoir beaucoup plus de poids que si c'est un prof ou un parent ou un adulte qui le dit. Donc j'en reviens à l'enchaînement des logiques et des processus, hein, à la pseudo-liberté de la décision d'orientation s'oppose en fait une véritable pression sociale générale et une vision socio-sexuée de l'orientation. Donc on peut dire, à l'instar de Vouillot et Marot, que les choix d'orientation sont instrumentalisés au service du genre, avec des inégalités hiérarchisantes et normées. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas donné une définition du genre, mais dans la définition sociopolitique du genre, il y a l'idée que le masculin domine le féminin, quel que soit qui que l'on soit. Nous avons tous et toutes du féminin et du masculin en nous, mais l'idée du masculin est dominant sur le féminin, et le genre, c'est un système de normes qui hiérarchise des rapports de pouvoir entre les unes et les autres. Mais ces uns, unes et autres font que le masculin est toujours dominant sur le féminin. Et nous sommes socialisés, nous tous et toutes, avec ce schème de pensée. Et voilà, on en revient aux statistiques hein, qui prouvent le processus inconscient que nous colportons tous et toutes, collectivement. Bravo. Merci.